caramel. Caramel, Caramel, mou. Caramel, caramel, mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Marc Lazzaro depuis le nouveau studio de Caramel Mou au 1 rue Francis Lopez à Toulouse. 1 rue Francis Lopez, campus 1 rue du roi de l'opérette, du chanteur de Mexico à la belle de Cadix, en passant par Luis Mariano. C'est d'ailleurs lui qui lança Luis Mariano. Alors, de quoi qu'on cause aujourd'hui dans le poste? Eh bien, d'abord, il sera question de littérature, de romans noirs, d'océans, d'écologie et d'oiseaux en tout genre avec Pascal Dessin qui vient de sortir le mois dernier Un homme doit mourir, formidable bouquin paru aux éditions Rivage. Ensuite de ska avec Christelle Canabi à l'occasion de la semaine consacrée à cette musique née à la Jamaïque dans les années 50 du croisement de la soul, du rhythm and blues, du mento et autres musiques des Caraïbes et des Antilles. Semaine du ska qui se déroulera pendant toute la semaine prochaine du 28 octobre au 4 novembre. Programmation plutôt classieuse. Et puis, entre les deux, nous aurons un invité de toute dernière minute, vraiment de toute dernière minute. Il y a 2h30, Éric Larraine ne savait pas encore que ce soir, il allait parler dans le poste. Éric Larraine qui sera là pour nous parler d'une série de 3 concerts qui, la semaine prochaine, devrait largement ravir les spectateurs du Bijou. Je n'en dis pas plus et on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Programmée dans le cadre de cette semaine du ska, dont il sera question dans quelques instants sur ces ondes campusiennes, les Parisiennes de 8 degrés 6 Crew mêlent, après 18 ans d'existence, ska et skyhead reggae. On pourra écouter leur nouvel album Working Class Reggae dans un concert qu'ils donneront la semaine prochaine du côté du Rex. Ça se passera samedi prochain, 28 octobre, au Rex, donc dans le cadre de cette semaine du ska. 8 degrés 6 Crew, tout de suite Prohibition, extrait donc de cet album Working Class Reggae. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
messieurs. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Pascal Dessaigne, bonsoir. Bonsoir. On vient d'écouter un peu de ska, là. La musique, c'est important dans votre travail ou pas ? Dans mon travail ? Ouais. Pas peut-être en dehors oui, du travail. Moi ça me remplit ma vie aussi. Je veux dire, il y a des artistes que j'écoute beaucoup. Mais j'écris dans le plus grand silence. Alors voilà, il n'y a pas de musique qui m'accompagne au travail en tout cas. Et c'est vrai que vos bouquins sont pleins de musique. Bon, il y a la musique du vin, il y a la musique de la mer, mais il y a aussi des artistes, surtout sur les bouquins qui se passaient à Toulouse. On y rencontrait quelques cadors de la scène toulousaine. Il y avait Félix Laputaragne qu'on retrouve dans un de vos romans. Vrai, oui. Il y a Éric Larraine qu'on retrouve dans un de vos romans. Il y a Jehan qu'on retrouve aussi. Plusieurs fois même, oui. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une scène que vous avez beaucoup écumée aussi à un moment. Oui, et puis ça a été des moments de rencontre surtout, et j'avais envie de laisser une trace. C'est vrai que quand j'avais commencé mon travail sur Toulouse, en fait ça couvre 2 décennies, je me suis rendu compte de ça, les années 90 et les années 2000, donc 10 romans en tout qui se passent à Toulouse. J'avais un peu l'ambition de témoigner de l'ambiance de Toulouse dans ces années-là. Alors évidemment, mes personnages allant dans les bars, dans des endroits divers et variés, rencontrer des artistes. Et puis, je sais que Zebda est très présent dans Du bruit sous le silence. Jehan, effectivement, et Éric Larraine sont dans On y va tout droit, il me semble. Ouais. Voilà, oui. Avec un splendide résumé de concert de Jehan au Bijou. Oui. Bon, c'était votre Tu as période bonne toulousaine. mémoire. Oui, mais depuis un mois, je relis l'intégrale. Oh. Non, c'est pas tout à fait vrai. Vous disiez le travail que vous avez fait pour Toulouse, c'est quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas. On ne s'entendra plus à voir un roman de Pascal Dessaigne qui a pour sujet Toulouse. Je cogite. Alors, il y a 2 ans, j'ai donné un texte qui s'appelle Les joies de la famille, qui était une novella que j'avais écrit pour Tisséo, distribué gratuitement dans les transports en commun. Ça m'a fait revenir littérairement un peu à Toulouse, avec le personnage récurrent, mon dernier, Félix Dutré. Ça m'a permis de constater que Toulouse avait bien évolué, avait pas forcément évolué comme j'aime. Ouais. Alors, aujourd'hui, si j'écris sur Toulouse, il va me falloir quand même une très très bonne idée. Parce que, je dirais pas comme Ferré disait « Paris, je ne t'aime plus », mais j'ai du mal à aimer Toulouse depuis un certain temps. Alors il faudrait que je retrouve un petit peu de ce côté charnel là qui m'émouvait et qui faisait que j'étais parti à chaque fois pour une aventure quotidienne. Donc en tout cas, ce soir, vous n'êtes pas là pour revenir sur l'ensemble des romans que vous avez pu écrire sur Toulouse, mais pour parler de votre dernier livre, Un homme doit mourir. Un homme doit mourir, c'est quoi ? C'est une sorte de double narration, un chassé-croisé entre 2 personnages. On va vite brosser le pitch, comme ils disent dans le Poste d'habitude. Boris, d'un côté, un naturaliste qui prépare des dossiers pour cautionner les projets plutôt controversés des industriels qu'il emploie, et Alexis, un forestier, un responsable d'une société d'abattage et d'exportation d'arbres, de bois, finalement peu préoccupé par la gestion de la ressource. Chacun d'entre eux est impliqué, embringué dans 2 intrigues différentes qui évidemment finiront par se croiser sur fond de sites de stockage de matières dangereuses en construction, de constitution de zones à défendre, de lutte militante et écologique, d'embrouilles immobilières, symbolisées par une magnifique villa, une espèce de verrue édifiée en limite de forêt des Landes, avec une vue imprenable sur l'océan, après que son propriétaire ait fait araser la dite dune, agissant ainsi en dépit des règles d'urbanisme et de la loi littorale. Occasion donc. Ça fait beaucoup. Ouais. Voilà, ça fait un gros dossier. Ouais. Occasion pour Pascal Dessaigne de nous parler de nature, de sa passion, des oiseaux, mais aussi de cette industrialisation sauvage qui s'impose en dépit du bon sens et de protection de la nature. La nature qui est finalement très présente dans vos derniers romans, Pascal Dessaigne, que on peut penser à Maintenant, Le mal est fait, ou Le chemin s'arrêtera là, le dernier, ou Le bal des frelons, le bouquin d'il y a 4-5 ans. C'est vrai que la nature et cette idée de préserver la nature, c'est quelque chose qui traverse un peu tous vos derniers romans.
Oui, depuis 2003, depuis que j'ai fait le choix effectivement de mettre mon écriture au service de la défense de l'environnement, on va dire, pour faire bref. C'est ma première vocation, c'est ma première passion. Je suis né dans un milieu industriel extrême qui est le nord de la France. Imaginez aujourd'hui 17 usines classées Céveso. À l'époque, on les appelait pas comme ça, mais c'est quand même un record européen. Et c'est dans cet environnement extrême, aberrant, que j'ai découvert la capacité que la nature avait de nous résister, et puis aussi sa capacité de résilience. Et quand dans un tel environnement, on découvre la beauté de la nature, donc dans un grand paradoxe, la vérité, on devient immédiatement défenseur de la nature. C'est dans les années 70, j'ai 10 ans, et rappelez-vous, c'est un traumatisme pour tout le monde, c'est la Mucocadie, c'est le Torrey Canyon. Moi, je suis né à ça. Et donc, Marée Noire en Bretagne, voilà. On va le rappeler pour et les en plus jeunes 74, donc j'ai 10 auditeurs. ans, j'appartiens à un club de nature à Dunkerque, et j'observe les migrations, je découvre des choses formidables entre les usines. C'est magnifique, et tout cela m'accompagne dans ma vie d'homme, ensuite de citoyen, et pas vraiment d'écrivain jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000, j'écris des livres dont le cadre est Toulouse. Certes, il y a un ornithologue qui traîne par là, dans Une pieuvre dans la tête, par exemple, mais c'est pas la matière réellement. Et puis en 2000, j'apprends par des gens très sérieux que le rythme, je vous la fais bref aussi, de disparition de la biodiversité va s'accélérant. Le premier primate de cette planète disparaît. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est descendu de l'arbre, et je crois que ça commence à sentir le roussi. Imaginez, je commence ce travail en 2000, on est en 2017, et aujourd'hui, à part l'homme, tous les primates de cette planète sont au bord de l'extinction. Imaginez. Alors en 2000... je fais le joint, quoi. La liaison entre ma passion de l'écriture, de la littérature, et mon engagement citoyen avant de le nommer d'une autre façon, hein. On pourrait dire écologique, mais... J'écoutais hier dans le Poste qu'une étude vient de montrer que 80% des insectes en Europe avaient disparu sur ces 15 dernières années. Oui, et puis ces 40 dernières années, 400 millions d'oiseaux en Europe. Sachez qu'en ce moment, sur le pourtour méditerranéen, côté Égypte, Syrie, etc., 13 millions d'oiseaux sont massacrés chaque année, et chaque année, 10% d'une même espèce disparaît. C'est-à-dire qu'on est au bord de l'extinction de beaucoup d'espèces. Voilà, donc je sais pas quoi... C'est AZF qui a fait que vous avez... Ah non, c'est avant. C'était même avant. AZF a confirmé cette nécessité de travailler sur ces sujets. J'aime à le rappeler, je travaillais sur un roman qui est devenu Loin des humains, à propos d'AZF avant l'explosion. J'ai commencé le bouquin en août 2001, et l'usine explose un mois plus tard. C'est très troublant, parce que justement on m'avait alerté sur cette usine, on m'avait raconté que des chasseurs y finissaient leur battu, que des SDF y dormaient l'hiver au chaud sous les cuves, etc. Enfin, les problèmes de sécurité qu'on a évoqués lors du procès et tout. Bon, et puis après il y a eu Métal Europe aussi, dont j'ai souffert familialement. Tout ça est venu... qui était aussi au centre d'un de vos bouquins. Oui, les derniers jours d'un homme, oui. Donc voilà, je pense... Je suis dans une tradition du roman noir français, hein, dont la vocation est d'être témoin de l'époque, et notamment dans ce cas-là de désagréable et de néfaste. Avec un roman noir qui demande de la part de ses auteurs engagement et sens critique de la société, ce qui est effectivement le cas de l'ensemble de vos romans. Oui, je revendique. Ça me distingue d'un auteur de thriller. C'est très intéressant, ça peut faire plaisir. Mais moi, je pense que la vocation du roman noir, c'est d'avoir cette dimension critique qu'avait analysé Jean-Patrick Manchette. Quoi. On est dans la critique de la société. Alors attention, il faut être très précautionneux, très prudent, parce que j'ai tendance à dire que les personnages ont le droit d'avoir des idées, mais pas l'auteur. En tout cas, il ne faut pas que ça sente trop. Alors, évidemment, ça sointe dans le texte. On sent qu'un auteur est engagé. Mais attention, il faut trouver la bonne distance. Et moi, parce qu'il ne faut pas confondre. Quand j'ai envie de ramener vraiment ma fraise sur des sujets, j'écris des chroniques vertes et vagabondes. Je l'ai fait là, c'est franc, du collier. Là. Dans le roman, attention, j'écris pour des gens dont j'ignore tout, je ne sais pas. Et je ne tiens pas à asséner une leçon, à faire mon malin en gros. Des personnages que vous apprenez à connaître au même rythme que nous quand on les lit ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que vous racontez, que vous mettez, que c'est pas l'auteur qui parle, mais que c'est des personnages. Ah oui, ça arrive. Après, mes personnages, je les connais. Enfin, je les connais dans la vie réelle. Le donatologue du dernier roman. Dans le spécialiste des libellules. Des libellules, oui. C'est quelqu'un que je côtoie depuis quelques années, avec qui j'aime bien être autour des mares pour observer les émergences. Et ça me passionne. Donc, je n'ai pas besoin d'inventer beaucoup. Même ce qu'il raconte est quelque chose qui est venu à mon oreille tout naturellement et que je restitue dans la narration. Et c'est vrai que plus on avance dans votre œuvre, si je peux utiliser ce mot un peu grandiloquent, plus on s'aperçoit que vous faites partie finalement d'une fraction du roman noir, du roman naturaliste noir, où il y a déjà plein de gens que l'on a connus là-dedans. Je pense à un Tony Lerman, je pense à un James Lee Burke, je pense à un Pierre Pelot. Vous faites partie de cette tradition. Oui. Oh bah évidemment, oui. On est quelques auteurs à se soucier de ces questions depuis longtemps. Alors, toute modestie, je me sens assez proche de Jim Harrison, de Rick Bass, de T.C. Boyle quand il écrit Un ami de la Terre, par exemple. De Rick Bass quand il décrit le milieu du pétrole. Exactement. En plus, c'est intéressant, c'est un ancien géologue. Il s'est retrouvé dans une ambiguïté. Où est mon personnage là? Parce que Boris, dont on va parler, il est intéressant. Il raconte aussi beaucoup de l'époque, vous savez, aujourd'hui c'est dur d'être naturaliste aujourd'hui, très déprimant. Tous les jours, on apprend on déverse des boues rouges en Méditerranée, c'est un gouvernement de gauche, soi-disant, qui en décide. On apprend que Fukushima, ça y est, le Japon a décidé de déverser toute l'eau radioactive dans l'océan. On apprend qu'il y a un mois, un défenseur des éléphants, il s'est fait assassiner en Afrique d'une balle, comme à l'ancienne. Tous les jours, celui qui aime la nature, c'est dur. Vaut mieux pas l'aimer en ce moment, parce que on est affecté, une espèce disparaît, on n'apprend etc. L'inventaire est quotidien, annuellement. Moi, j'avoue que c'est dur de garder le moral. Mais en plus, aujourd'hui, il y a des gens pour qui c'était la vocation de défendre la nature et qui se retrouvent dans une ambiguïté dans leur vie incroyable. Et c'est le cas d'un des personnages, oui, Boris. Boris, il a fait des études, il a 36 ans, donc il a la vie devant lui. Il a appris la nature parce qu'il aime ça. Et il se trouve à devoir, pour gagner sa vie, comme tout le monde, faire des expertises pour un groupe industriel qui, forcément, aura une attitude néfaste vis-à-vis de la nature et de l'environnement humain. Et c'est ça qui m'intéressait en écrivant ce personnage-là. Celui-là, par exemple, c'est quelqu'un que vous connaissez? C'est quelqu'un que vous avez côtoyé? C'est une invention? Je côtoie beaucoup de naturalistes et ils sont malheureux. Et parfois, ils se retrouvent dans cette posture délicate. Alors, attention, c'est une chance qu'on a. Il fut une époque, on prenait une carte, on disait le train va passer par là, on va mettre cette usine-là. On convoquait les bulldozers et c'était réglé. Pour la forme, on faisait une enquête d'utilité publique, mais pour le bien commun, on construisait l'usine. Aujourd'hui, grâce à l'Europe, merci l'Europe, il y a de bons points, il y a un cadre juridique, et donc il y a les fameuses mesures compensatoires qui souvent ne compensent rien du tout. Seulement, grâce à cela, on fait des expertises qui reculent l'échéance. C'est-à-dire que, au lieu que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va se construire il y a 5 ans, avec un peu de chance, il ne se construira pas dans 5 ans. Et il se sera passé 10 ans, on aura bien rigolé, entre guillemets. Je suis dans la dérision, là. Oui, mais entre-temps, il y aura des experts qui auront occupé le terrain, qui auront travaillé, qui auront vécu grâce à ça. Et ça, je crois que ça raconte beaucoup de notre époque, et je trouve ça intéressant de l'amener en littérature. Et des experts qui auront démontré par l'absurde, effectivement, la validité de projets qui, après réalisation, parce qu'il y en a quand même qui se réalisent, démontrent toute leur nocivité. Oui, mais de toute façon, on est tous complices dans cette affaire. Et c'est vrai que dans votre roman, il y a quand même un trio de personnes, donc autour de Boris, Raphaël et Émeric. Ça, c'est les petits requins, je les adore. Des gens très désagréables. Sans scrupules. Sans scrupules. Ils racontent beaucoup de l'époque aussi. Défenseurs de Vous la avez reconnu Émeric? Oui, j'ai vu un peu à quoi il faut pas le dire, je risque d'avoir des ennuis. Mais j'ai vu à qui il pouvait effectivement ressembler. Mais c'est vrai que là, on a un trio de gens absolument dégueulasses.
À l'exception d'Alexis, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est donner une chance aux gens et à plus forte raison à mes personnages. C'est pour ça que mes personnages sont jamais noir-blanc. Je suis pas manichéen. Et pour moi, c'est toujours des infinies nuances de gris, quoi. Et alors, c'est vrai qu'il est épouvantable. Cela dit, ce n'est pas un épouvantable méchant. Dans la mesure où il transgresse pas la loi. Il est quand même, il travaille dans la légalité. Il est trafiquant d'arbres en toute légalité, comme il le dit, et sa bonne conscience, c'est qu'un arbre repousse. Non, mais c'est vrai, il est quand même pas bon. Alors, évidemment, il coupe des arbres, mais il aime la nature. La dune le déprime parce qu'il n'y a pas d'arbres. Enfin, c'est un personnage complexe, et vous avez compris que je le mets d'entrée de jeu dans une situation grotesque, histoire de le casser un peu. Hein. En gros, pour le dire, il se retrouve sans le vouloir sur une plage nudiste, et pour un bûcheron, ça peut faire mal. Et son épiderme ne s'en relève pas pendant quelques journées. Voilà, mais avec ce personnage, je veux raconter aussi quelque chose de l'absurdité de notre époque et des effets pervers de la mondialisation, disons-le, hein, puisque c'est des mots qu'on emploie aujourd'hui. Et c'est très intéressant. Alors, comme moi, j'écris tous mes personnages à la première personne, vous pensez bien que ça m'amuse beaucoup. Et en face, on a donc cet Alexis qui travaille pour cette entreprise qui veut monter un lieu de stockage de déchets toxiques et qui se retrouve là aussi embringué avec quelqu'un de sa famille dans une chasse aux méchants dans laquelle il se retrouve embringué de force. Et là, on a sans doute un des rares personnages du roman où on peut se dire ils sont encore guidés par un idéal. Il y a lui, il y a celui qui trouve la libellule qui pourrait sauver le site parce que effectivement il ne faut pas toucher à ces libellules, elles sont classées au patrimoine mondial de la nature et c'est vrai qu'on a comme ça des personnages complètement antipathiques et des personnages complètement excessifs parce que il est sympathique mais dans son côté excessif, ce personnage-là qui veut flinguer tous les méchants. Oui, il est excessif, mais il a tant souffert. À un moment donné, vous n'avez pas d'autre choix que le choix du combat. Quand on vous en a trop fait, à un moment donné, c'est un rêve qu'on a tous eu d'étrangler celui qui vous fait mal quand même. Donc là, c'est un pauvre bougre à qui on a tout pris et qui, à un moment donné, en gros, comme à la loterie, tire au sort un industriel pour lui faire du mal. Je pense que beaucoup en ont rêvé et même certains l'ont fait certainement. Oui, dans les années 70, il y a eu quand même ça. Oui. Donc on y revient. C'est un personnage que j'aime pas forcément, vraiment beaucoup. Mais là aussi, je le pousse pas à l'extrême limite de son potentiel de violence parce que ça m'intéresse pas d'aller jusque-là. Vous qui le connaissez bien, il aurait pu tuer ? Ouais, mais c'est mieux qu'il ne tue pas. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais vous savez, à chaque fois que vous êtes dans une narration comme ça, vous posez la question de la limite à atteindre ou pas. Et c'est pas une question de morale. Il y a des choses qu'on manipule avec beaucoup de précautions et il faut faire attention, il faut se poser des questions. L'auteur qui se pose pas de questions, il écrit n'importe quoi, je pense. Mais à un moment donné, c'est bien de retenir les choses. C'est plus fort, c'est plus efficace en termes narratifs. Pascal Dessaigne, on va peut-être un peu parler de la forme de son roman. C'est vrai que c'est une double narration, je le disais en début d'interview. Un roman qui est vu du point de vue des deux principaux personnages. Donc Boris d'un côté, Alexis de l'autre. C'est pas un peu compliqué de fonctionner comme ça par va-et-vient successifs ? Pas là, parce que vous connaissez bien mon travail. Maintenant, ma dernière période, vous avez vu, ça frise vraiment la schizophrénie, quoi. Il y a 7 ou 8 personnages à la première personne et je jongle avec eux, je tisse des liens invisibles. Parfois, je m'égare, c'est compliqué. Là, il n'y a que 2 voix. 2 voix et j'ai renoué avec la structure du bruit sous le silence, 2 voix seulement, avec le temps pour chaque voix. Donc, pour éviter une frénésie, que j'ai pas vraiment une frénésie, mais enfin une cadence, une rythmique, plus rock, quoi, qu'il y avait dans le précédent, notamment dans Le chemin s'arrêtera là. Donc là, j'ai voulu prendre le temps parce que je voulais aussi que les personnages soient dans ce paysage et qu'on ressente le paysage. Au départ, il y a le paysage. La première phrase du livre, c'est que raconte le paysage. Je voulais être dans ce pays. Je voulais que le paysage soit plus qu'un décor, un personnage à part entière. Et pour cela, il fallait que je prenne du temps avec chacun des personnages dans
dans ce cadre. Dans le paysage, on va en parler 2 minutes, c'est les Landes, c'est tel que je le lis, tel que je connais un peu cet endroit-là, je me suis imaginé Cabreton, Segor, sur cette côte sud des Landes, avec les marais de Morsenx derrière. Vous connaissez bien. Donc c'est à peu près... Que je décris à un moment, voilà, d'ailleurs. Exactement. C'est à peu près dans cet endroit-là que se passe l'action. Mais là aussi, je voulais pas être prisonnier, c'est pour ça que les Landes ne sont jamais nommées, sauf dans les remerciements, parce que je dois beaucoup à des gens là-bas qui m'ont accueilli pour préparer le livre. Mais ce qui compte, c'est l'idée, encore une fois. Là. Ça peut se passer en Vendée, ça peut se passer sur n'importe quelle côte où il y a des dunes sauvages, où il y a la menace d'un projet industriel ou ferroviaire, qu'importe. Et avec inévitablement aujourd'hui la constitution d'une ZAD, d'une zone à défendre. Donc c'est les Landes, mais c'est pas les Landes non plus. Voilà. Sauf que je me suis vraiment appuyé sur des faits précis de ce pays qui m'a enchanté pour plein de raisons. Après, il y a une histoire que j'ai avec ce pays. Pourquoi aujourd'hui les Landes dans mon travail? C'était ma question suivante, donc allons-y. Vous parliez de cette villa que s'est permis de construire un des vilains de mon livre, en dépit du bon sens, en dépit des règles de communauté, des hommes, etc. D'urbanisme, etc. La loi littorale. Voilà. Bon. Et ben ça vient, indépendamment de l'actualité récente, dont on a appris que cet été, un ami de notre cher président avait construit 2 villas en Corse, dans un massif protégé. On ne sait pas encore si ça va être détruit, mais enfin. Donc on sait qu'aujourd'hui des gens s'autorisent de telles choses. Donc je voulais raconter ça, évidemment. Sauf que j'avais une anecdote personnelle qui m'est revenue quand je me suis retrouvé à enquêter dans les Landes pour mon bouquin. Quand mon fils avait 2 ans, un été, on est allé à Contis. Et moi, j'aime bien m'élever à chaque fois quelque part. Une montagne, une colline, un clocher pour voir la vie d'en haut, quoi. J'adore ça. Donc, dans les Landes, évidemment, le réflexe, c'est la dune, la haute dune. Et on grimpe dans la dune avec le saucisson, avec les chips, avec le Coca-Cola et le vin rouge. Et là, oh stupéfaction, quelqu'un s'est autorisé de ravager la dune. Mais vraiment de la ratiboiser. Il y a encore la végétation noire qui dépasse du sable, etc. Je dis pourquoi? Je me retourne. Il y a une villa, petite villa de pauvres, ou alors de nouveaux riches, quelque chose de pas très beau, Rayanoudin, quoi. Effectivement, il le fait vachement bien voir la mer là. Et donc c'est tout. Je pleure sur l'humanité. On mange le saucisson quand même et les chips. Et il y a un banc qui a été posé là, comme dans mon livre, les choses. Hein. Et j'entends une voix derrière moi d'une femme. Comment donc? Qu'est-ce que vous faites là, etc. Je me retourne, mais on pique-nique, mais vous êtes chez moi, vous n'avez pas le droit d'être là, etc. Oh, ça m'a choqué, à un point qu'à l'époque, je me souviens, je vais aller voir la mairie, je vais alerter les associations de défense de la nature. Mais comment c'est possible qu'elle se permette ça, quoi? C'était enfoui dans ma mémoire. Et 10 ans plus tard, c'est revenu, vous savez, comme la petite graine que vous mettez dans le terreau et qui un jour fait une plante, une fleur que vous imaginez pas. Et c'est venu comme ça, la vérité. Le livre, la genèse du livre est là, en fait. Avec un pays qui est connu aussi pour ses vagues, pour sa pratique du surf, même si le surf dans votre livre n'intervient que pour une toute petite partie. Oui, mais importante. Voilà. Quand même. Mais par contre, il y a cette anecdote plutôt effrayante de la fosse de Cap-Breton. Oui. J'aimerais quand même que vous nous la racontiez, celle-là, parce que ami surfeur, toi qui surfes du côté de d'Ossegor, Cap-Breton, écoute ce qui va suivre, ça fait quand même un peu peur. C'est assez effrayant, mais vous savez, depuis Tchernobyl, Fukushima, maintenant, on sait qu'on va tous baigner dedans, hein, et de plus en plus. Ce qui s'est passé, à la vérité, moi je l'ai appris en étant sur le terrain, à Cap-Breton. Je regardais les surfeurs un soir au coucher du soleil, c'était très beau. Et puis il y a quelqu'un qui s'est penché à mon oreille. Alors c'est les hasards de la vie quand vous travaillez un bouquin, que vous savez même pas ce que vous allez écrire. Il y a des choses qui viennent à vous comme ça, et ça fera sens. Et cette personne, 50aine d'années, m'a dit, vous savez, ici, il y a eu un vrai problème, et nous, vieux surfeurs, on a des pathologies qui se révèlent. Nos épouses, nos compagnes ont fait des enfants mal formés, les grossesses ne sont pas arrivées à terme et tout. J'ai dit, mais quoi donc? Et en fait, il me raconte que pendant des décennies, ça s'est arrêté, je pense, en 1978, il y a eu des versements de fûts radioactifs, civils et militaires, français et anglais, dans la faille de Cap-Breton, qui est une des plus profondes du monde, 5000 mètres, je crois, pendant des décennies.
Et c'est terrifiant. Et alors, plus tard, ça m'est revenu, les images de Cousteau, parce qu'il a milité contre ces déversements de fûts. Des images me sont revenues. Mais je ne savais pas que c'était là que ça s'était passé. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'est devenu un spot de surf incontournable de la côte atlantique, pas très longtemps après, et que les élus disparaissant, la capacité d'oubli des humains, on a oublié, mais c'est l'horreur qui est là. Sur la Côte d'Azur des Toulousains, faut le dire tout de même. Faut le dire. Et deux choses, d'abord, ça se raconte encore en attendant que la vague... Il y a des images sur Internet, si on les cherche bien. Et ça se raconte encore en attendant la vague du côté de Cap-Breton. Les vieux surfeurs le racontent aux jeunes. Et puis, se rappeler simplement que la semaine dernière, toute la crème du surf mondial était à Hossegor pour disputer une manche du championnat du monde. Sans doute on vit un monde formidable. Sans savoir qu'ils étaient en train de surfer sur un stock de fûts radioactifs. Et des milliers de fûts. Une des constances de vos derniers livres, je le disais tout à l'heure, c'est de dire aussi que finalement ce monde industriel complètement fou reste assez incompatible avec la préservation de la nature. C'est quelque chose qui est quand même très très fort dans votre discours. Incompatible. Ouais. On est bien obligé de trouver une solution. Il faudrait réfléchir à trouver une solution. Par contre, est-ce que collectivement, l'humanité a l'intelligence pour le faire? Pour l'instant, je ne crois pas. Et on est dans une grande ambiguïté, c'est qu'on a tous la volonté de vivre mieux, on constate les dégâts, les agressions qui nous sont faites, mais on est complice de cela. La moindre chose du quotidien nous oblige à avoir ces usines aberrantes. C'est ce que dit à un moment donné Florent, ou Boris à Florent, quand il se plaint de ce projet d'enfouissement. Il dit, mais regarde autour de toi, même toi qui es un agriculteur bio, entre guillemets, il y a des choses que tu utilises dans ton quotidien qui justifient que tout d'un coup, notre caca, on le mette là. Alors ici ou ailleurs, ça tombe sur toi, bah tant pis. On est, voilà. Et ça, je pense que il faut se rendre compte qu'on est d'abord complice de cela, sans culpabilité, parce qu'après tout, c'est pas nous qui l'avons décidé, et puis on est dans un processus d'humanité où on a une capacité d'intervention qui est quand même assez minime. Mais il faut regarder les choses un peu en face, et c'est la façon, je crois, la plus intelligente de pouvoir agir ensuite au quotidien, voilà, et essayer d'interférer sur des politiques nécessaires en matière d'environnement que nous pouvons décider collectivement. Il y a du boulot quand même. Vous allez passer maintenant au petit exercice obligé lorsqu'un écrivain vient parler dans le poste pour Caramel Mou. Je vous ai sélectionné un tout petit morceau de paragraphe, début du 19e chapitre. C'est presque la fin du roman et je trouve que dans cette partie... Mais ça n'en dit pas trop. Voilà, mais ça en dit quand même pas mal sur ce qui peut être aussi le style de Pascal Dessaigne. Vous voulez que je lise jusqu'à la fin de la page ? Oui, non, jusque même au début de la page suivante, jusqu'à la fin du paragraphe. D'accord, on en est où là ? Qui parle ? C'est Boris, je crois. Oui. Nous avons roulé jusqu'à une croisée de pistes forestières que je ne connaissais pas. C'était une forêt monotone organisée afin de faciliter plus tard au mieux la coupe et le débardage. Les arbres qui avaient poussé très droit et très vite s'étendaient comme une armée immobile. Ils étaient innombrables, mais j'ai pensé que le sous-bois était si sec qu'il suffirait d'une étincelle pour les réduire tous en cendres. Qu'est-ce que tu as à regarder les arbres comme ça ? C'est-à-dire avec une moue de désappointement qui dissimulait un trouble plus grand, s'agissant de la suite des événements. Il n'y a pas un oiseau qui chante, cette forêt est comme morte. Clément a tendu l'oreille. C'était peut-être à cause du vent que pourtant nous ressentions moins au sol, protégés que nous étions par les arbres. Malgré tout, j'ai repéré un écureuil qui grignotait une pomme de pin sur une branche. La pomme lui a échappé et il a filé à toute vitesse vers le haut de l'arbre. Tandis que Clément ouvrait le coffre de ma voiture, j'ai marché jusqu'à la pomme qui avait rebondi sur le tapis d'épines. L'écureuil l'avait rognée jusqu'au trognon. J'ai décidé de la garder, me disant bêtement que ça porterait chance. Je savais ce que contenait mon coffre, d'autant que je venais de remettre de l'ordre. En plus de l'exuvie de libellules dépressives offerte par Pépé et d'une mue de serpent, il y avait entre autres 2 points, une serviette de bain, une corde, un filet de camouflage, des couteaux et un tire-bouchon.
Clément a sorti la corde et le filet de camouflage, mais aussi, sans que ça me surprenne, un sachet rempli de nourriture, 2 couvertures, 2 cagoules et un fusil de chasse avec ses cartouches calibre 12. Il m'a tendu une cagoule. « Tiens, si tu ne veux pas qu'on tue tout le monde. » Je ne voulais tuer personne, mais je l'ai prise et enfouie dans une poche de ma veste. Voilà, donc ça, on est presque à la fin du bouquin. C'est vrai que je me disais en lisant ce petit texte, mais en lisant aussi ce roman, c'est le combienième ? C'est le 24e livre, mais le 17e roman. Oui. 17e roman, je me disais que même si le propos était de plus en plus sombre, l'écriture restait toujours aussi lumineuse et puis très très humaniste. Ce qui est quand même ce qui est quand même votre marque de fabrique pour le coup. Cet humanisme qui ressort de l'écriture, de la description des personnages, même de la description des paysages. On reste quand même au niveau de l'homme. Toujours, j'espère, oui, mais parce que je mets l'homme au centre de tout, indépendamment de la crainte que j'ai pour la planète, j'ai une crainte pour l'humanité. Et donc, quand je parle des espèces au bord de l'extinction, je mets l'homme sur la liste, parce que je trouve que c'est une belle espèce, capable du pire et du meilleur. Quand elle est capable du pire et du meilleur, parfois c'est excessivement, et on connaît les résultats, mais j'aime m'appuyer sur le fait que quand elle est capable du meilleur, c'est pas mal quand même. Donc oui, je mets le sang, voilà. Et puis après, en termes d'écriture, c'est vrai que plus j'avance et plus j'aspire à de la simplicité, c'est-à-dire j'aime aller à l'os. Je dépouille de plus en plus mes textes des participes présents, des adjectifs superflus, des adverbes, inutiles, un mot à la force qu'il a, souvent. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, mes livres se raccourcissent et que j'aurais écrit la même chose il y a 10 ans, un livre comme ça en ferait 100 pages de plus. Parce que c'est une question de musique aussi. Et puis bon, de musique. Vous finissez le bouquin par des remerciements, comme on trouve très souvent à la fin d'un roman, et puis vous finissez par ces 3 injonctions, continuons, résistons, aimons. La littérature, ça reste un sport de combat ? Être écrivain, c'en est un, ça c'est clair, puisqu'on nous a fait beaucoup de mal, on ne va pas en parler ici, récemment, sous la gauche. Bien entendu, ce que l'on appelle la gauche. Voilà, ce qu'on appelait la gauche. Oui. Oui, en tout cas, je pense qu'on est dans un monde où il ne faut pas laisser la révolte entre les mains de n'importe qui. C'est-à-dire que si on a à un moment donné la capacité, une capacité d'agir, artistiquement parlant, quel que soit notre matériau, quel que soit notre instrument, je dirais, on a un devoir d'intervention sur la vie réelle. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé à plusieurs reprises politiquement. C'est que je crois qu'on a ce devoir-là à un moment donné, en tant que citoyen, si en plus on est artiste. Voilà, après, avec beaucoup de précautions encore, j'y reviens. Sinon, on fait de la politique, on fait des pamphlets, on fait des essais. Moi, je suis un artiste, j'écris des romans, des petites histoires. Mais oui, je pense que tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je suis assez heureux. Je voyage beaucoup grâce à mes livres. Je rencontre mon public en France, à l'étranger. Je suis ému quand les lecteurs viennent me voir et me disent « Mais vos livres nous font du bien » parce que ils nous permettent d'endurer des trucs ou de se soulager d'une angoisse qu'on a de vivre, d'aimer. On ne sait pas des fois comment faire, comment supporter la charge. Et des fois, vous dites des trucs, vos personnages, ils ne sont pas forcément sympathiques, mais ils nous font du bien, quoi. Donc dans ce sens-là, oui, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'on n'a pas le droit, en fait. Et je crois qu'il faut le dire, à un moment donné, il faut le dire qu'on a un devoir d'intervention dans la vie réelle. Et on a trop pris sur nous ces 2 dernières décennies. Il faut revenir à la charge là maintenant. Il faut reprendre le pouvoir, mais le pouvoir de la beauté et de l'intelligence. Merci Pascal Dessène d'être venu nous parler ce soir de votre 17e roman, Un homme doit mourir, paru toujours aux éditions Rivage. Roman noir, et c'est vraiment pas un polar, c'est bien un roman noir dont il s'agit. Pascal Dessène, Un homme doit mourir, aux éditions Rivage. Merci. Et à la prochaine fois. J'espère bien. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à 2 pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une
ancienne danseuse des Folies Bergères, premier prix de beauté de danse légère. Elle avait 60 ans, puis connue autrefois sous le fier pseudonyme de Lola Lola. Elle envoûtait les foules et des salles entières l'acclamaient en hurlant aux soirées de première. On a ouvert la malle et aussi une enquête, on attend les détails, la police est discrète. On pose des questions, on fouille l'entourage afin de découvrir l'auteur du découpage. J'ai été arrêtée par un quart de police en rentrant de l'école où j'ai mis votre fils. Je me suis renseignée, on cherchait un sadique que certains qualifiaient de fou métaphysique. D'autres disaient de lui que c'est laid, que c'est lâche, l'arme du crime est tôt la scie ou la hanche. Le monstre avait coupé la dame savamment et rangé les morceaux avec discernement. Dans l'ordre énuméré par l'ordre des docteurs, avec les pieds en bas. Arrêtez, quelle horreur! On dit que l'on s'agite en milieu informé, que la population ne doit pas s'alarmer. Je vais aller voir ça, le mystère m'enchante, puis je prendrai mon train. Il va en permanence. Au revoir à lundi. Prenez votre bagage. Au revoir mes amis. Et faites bon voyage. Dieu que ce crime est laid, quel assassin sale. Il rangea cependant les morceaux dans la malle. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. On vient d'écouter Danielle Darieux, somptueuse artiste, mais aussi excellente chanteuse. Et dans Les Demoiselles de Rochefort, le morceau que l'on vient d'écouter, le titre de la chanson à lui seul est tout un poème. C'est la balade de la femme coupée en morceaux. C'est Danielle Darieux qui chante elle-même, alors que les deux héroïnes, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, elles se faisaient doubler. Elle avait une voix magnifique, simplement histoire de vous rappeler que cette somptueuse actrice Danielle Darieux est morte hier à 100 ans. Reste sa filmographie. Allez voir 8 femmes, allez voir les films de Max Ophuls, allez voir ces films noirs et blancs des années 50. C'est un véritable régal. Éric Larreine, deux mots sur Danielle Darieux si vous en avez à dire, parce que vous devez être quelqu'un comme moi, quasiment de la même génération, qui deviez passer vos vendredis soirs ou vos dimanches soirs à regarder le ciné-club ou la séance de minuit sur FR3, et c'est là qu'on a pu découvrir ces films-là. J'aime beaucoup Danielle Darieux et je tiens à dire que, de mon point de vue, j'aime tous les morts, quoi. Ah ouais, bon, ouais. Et bien alors cette année, vous avez eu du boulot. Et plus ça va, voilà. Plus ça avance, plus j'aime les morts. Ouais, parce que franchement, 2017, je me demande si on va pas me faire un jingle de cette réponse. C'est absolument fabuleux. Donc, deux petits mots pour présenter l'interview qui va suivre. Vers 15h50, coup de téléphone, mademoiselle Georges me téléphone en me disant: je suis désolé Joe Kangourou, mais je vais pas pouvoir venir, je suis bloqué dans mon lit, et elle devait parler donc d'un concert que vous allez donner la semaine prochaine au Bijou, et donc j'ai rien trouvé de mieux que finalement demander à un des acteurs de ce concert: allô Éric Larreine, bonjour, c'est Joe Kangourou, vous pourriez venir à la radio cet après-midi, et on s'est simplement donné rendez-vous à la sortie du métro et vous êtes là, merci beaucoup. Mais oui, mais comment vous avez fait pour avoir mon portable ? Ah mais ça c'est une vieille histoire. On a quand même une vieille histoire en commun. Donc c'était un plaisir. Voilà, je suis quelqu'un qui garde les numéros de téléphone. Je suis bien content de faire une escapade jusqu'ici. Ouais. Donc on va quand même parler de cet événement, de ce concert. Ça va se passer mardi, mercredi et jeudi prochain au Bijou, avec la réunion sur scène de deux chanteurs et d'un chanteur accordéoniste. Voilà, parce que Claude Delrieux, le troisième
troisième de la bande est aussi un chanteur. Pour ceux qui se souviennent de l'avoir entendu chanter dans Trick Track, groupe de punk agricole, tout le monde se souviendra de sa voix rock'n'roll et plutôt rock. Donc la réunion d'Éric Larraine, de Loïc Lantoine et de Claude Delrieux en trio, c'est la semaine prochaine au Bijou, mardi, mercredi et jeudi prochain. Comment est né ce projet un peu fador là ? C'est né, je crois, au printemps dernier. C'est très vite, hein, c'est des aventures qui se fabriquent très 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 vite. Au printemps dernier, Loïc était venu avec le To Be Free philharmonique, etc. Dans le orchestra. cadre de Détour de Chant. Voilà, au Mazad. Ça a été un peu la clacasse, quoi. C'était absolument magnifique. Concert monstrueux. Voilà, très très bien. Et il se trouve que Claude Delrieux était là, et moi aussi. Donc ce soir-là, on a décidé qu'on allait monter un trio. C'est comme une espèce d'évidence, quoi. Moi, je vais vous dire, Jean-Pierre Lérac était là, oui. J'étais là, et on n'a pas monté de trio. Je vous jure, on n'a pas monté de trio. Oui, mais nous, quand on, là, tous les deux. Quand on se voit, on monte des trios avec les gars. Ah oui, d'accord. Voilà. Nous, quand on se voit avec Jean-Pierre Lérac, on va boire ses canons. Non, mais c'était une espèce d'intuition qu'on devait avoir les uns les autres. Et ce jour-là, c'était l'occasion, quoi. Et ça s'est fabriqué en un quart de seconde, quoi. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, de surprenant dans ce trio. Donc, vous avez déjà chanté avec Loïc Lantoine. En fin d'interview, on écoutera un morceau que vous avez enregistré avec lui dans le cadre d'une relecture du répertoire de Brassens. Mais c'est Claude Delrieux. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de vous deux ? Mais on ne peut rien y faire. Il est tout le temps là, quoi. Donc, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réunion de chanteurs, mais c'est aussi une réunion d'auteurs. Et c'est des écritures aussi qui se croisent là. Et je crois bien que sur ce spectacle cette relecture de Brassens qui a été orchestrée par Denis Charol et les Musicaouir, on s'est croisés tous les trois. Ça, c'est notre point commun, c'est le boulot qu'on a fait ensemble. Mais quand on chante du Brassens, déjà, on commence par... Oui, il y a la sonnette de Radio Campus qui sonnait, c'est formidable. Hein. Ouais, elle est bien. Ouais, elle est quand bien. on chante du Brassens... Alors non, comme dirait PJ Proby, en tant qu'artiste, j'aimerais qu'on m'évite ce genre de conneries. Donc c'était une aparté. Quand on chante ce répertoire de Brassens, évidemment que nos textes passent à l'as, exactement. Soyons brefs, et que là, en se retrouvant tous les trois, cette frustration a fait jour, vraisemblablement. Et moi aussi, j'écris. Mais oui, et puis pas mal en plus, quoi, pour la plupart de tous les trois, quoi. Enfin, c'est ce que dit la presse. Non, mais franchement, quoi. Et alors voilà, ce qui se passe, c'est que au départ, on s'était dit, ouais, on va faire un spectacle, on va chanter les chansons qu'on a honte de chanter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir honte de chanter une chanson ? Donc, mais ça peut aussi vouloir dire avoir honte de chanter si mal une chanson si belle, par exemple, quoi. Ça peut vouloir dire avoir honte d'aimer cette chanson-là qui nous poursuit depuis le plus jeune âge, alors qu'elle est chantée par une chanteuse dont je n'ose à peine donner le nom, quoi. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et puis, donc ça, c'est très présent. C'est surtout présent dans le titre, quoi, puisque ça s'appelle Toute honte bue, quoi. Voilà. Et ça, c'est très présent. Mais après, on a eu donc après cette soirée-là, il y a eu une espèce de conjonction. Vous l'avez vu, mes chers amis, qui étiez là. Il y a Philippe Metz qui s'est précipité sur nous, puis Emma et Pascal Dubijou qui se sont précipités sur nous. Eux, ils avaient entre le passage à Philippe Metz et celui à Emma, le duo Loïc Claude était devenu un trio. Loïc, Claude et Eric. Pascal et Emma ont dit oui, bon, tant pis. Et du coup, c'est effectivement ce trio qui existe. Et puis, avec Philippe Metz, on s'est monté, on est allé faire une première à Arbas, à la 3BC Compagnie, chez Philippe et Jean-Marc. C'est toujours un bonheur. On a passé 2 jours dans un hôtel d'altitude.
ce qui nous a fait le plus grand bien. Et nous avons fait notre première 2 jours et demi plus tard, 2h30 de concert. Et dans ces 2 jours et demi-là, on s'était échangé toutes nos chansons. Voilà, enfin une bonne partie de nos chansons. C'est-à-dire, je chante du Loïc Lantoine, Loïc qui chante du Claude Delrieux, etc. Tout ça, ça tourne, voilà. Et je tiens à signaler que du coup, avec tout ça, il y a beaucoup de chansons de Mingo Jostran qui se retrouvent à tourner. Ça, c'est assez marrant, quoi. Pianiste et compositeur qui vous accompagne depuis longtemps. L'album J'exagère, il était déjà derrière. Ah non, plaisir d'offrir, joie de recevoir, l'ampleur des dégâts et J'exagère. Ça en fait 3. Plus les spectacles qui n'ont jamais été enregistrés, qu'on a fabriqués ensemble. Et qui se retrouvent dans des albums plus tard, comme avec leurs enfants. Et dans Oboli, il y a encore des traces de Mingo Jostran, ça ne s'arrêtera jamais. Un répertoire qui a été constitué comment de vieux textes, de vieilles chansons ou des choses que vous avez écrites pour ce spectacle-là, donc toute honte bue. Il n'y a pas eu d'écriture dédiée à ce spectacle-là. Voilà. C'est une association de malfaiteurs, réellement. Mais sauf que normalement, c'est moi qui attends à l'entrée de la banque au volant de la bagnole et on a changé les rôles, il faut que je tire. Voilà. Et ça, c'est compliqué, tous aux abris. Voilà. Sur scène, 3 chanteurs et un accordéoniste ou il y a plus que ça? Non, 3 chanteurs, un accordéoniste. Viril, mais correct. Bon, j'espère que Claude Delrieux a double salaire pour le coup. Non, ça, on verra après le casse, on verra comment on fait la restitution du texte. Oui, c'est ça. Non, mais ça se passe relativement bien, en fait. Ouais. Oui. Du moment qu'il prend que sa part. D'accord, donc ça se passe la semaine prochaine, mardi et mercredi et jeudi prochain au Bijou. Vous pouvez peut-être essayer de regarder du côté du Bijou pour voir s'il reste des places. À mon avis... Il en restait mercredi, et ça devrait être un peu compliqué pour en avoir parce que ça fait quand même un petit moment... Ça fait surenchère un peu. Ça fait un petit moment qu'on en parle, surtout que le Bijou en profite pour fêter ses 30 ans. Il fête ses 30 ans pendant toute l'année. Mais oui, mais pas que cette année, l'année prochaine aussi, je crois. Oui, mais voilà, c'est toute l'année. C'est ça qui est beau. Toute la saison, on va dire comme ça. Toute la saison. C'est vrai qu'on a eu un départ en fanfare de la programmation du Bijou cette année qui continue donc la semaine prochaine. Et puis on va peut-être parler de l'actualité aussi d'Éric Larreine, hormis ce concert à 3 la semaine prochaine au Bijou. On vous a vu régulièrement du côté de la CAFPO ou du côté de Job. C'était les 2 endroits où l'on vous voyait régulièrement ces derniers temps, que ce soit avec Pascal Maupeux ou que ce soit avec Denis Badeau. Denis Badeau, après avoir fait des textes et sur musique improvisée, vous étiez venu nous raconter nous raconter ce spectacle il y a déjà 3-4 ans. Ouais, le seul récital qui a mis 14 ans à se monter. Voilà, magnifique. Et 14 ans à se faire enregistrer. Voilà, ouais. Là, vous revenez avec un album qui sort ces jours-ci, Mélodition, Badeau au piano, Larreine au chant, autour des mélodies françaises. Ouais. Mais quelle idée. Voilà, franchement, quoi. Mais deux mots sur ce... Je crois que j'ai trouvé exactement la réponse à cette question en écoutant Pascal là à l'instant. C'est-à-dire c'est un disque... Vous ne serez pas venu pour rien. Non, voilà. C'est un disque, un disque pansement. Voilà, c'est du tricot stérile. C'est des trucs quand on a une petite coupure. Bon, je parle pas de la faille de Cap-Breton qui effectivement est une espèce d'hémorragie absolument monstrueuse. Non, je suis bien d'accord. Mais sur une petite coupure, une griffure, un petit truc qui fait un peu mal, je vous propose d'étaler 1 ou 2 chansons de Mélodition sur la plaie et on n'en parle plus, quoi. Voilà, c'est un disque qui fait franchement du bien. Alors, le principe, c'est un récital de mélodie française. C'est là qu'on est mort de rire, quoi. Parce qu'il a fallu que j'apprenne à lire des partitions quand même. Et la mélodie française, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'un grand compositeur comme Gabriel Fauré, Déodat Sévrac, il y a Honegger, Dupont, Duparc, il y a Ferré aussi, il y a Brassens aussi, qui écrit une mélodie, une composition à partir d'un poème classique, en tout cas d'un grand poète, quoi, voilà. Et c'est d'origine, quoi. Ça a été écrit fin 19e, début 20e. Et donc, pour sa part, Denis prouve que
la mélodie française se situe à peu près à un quart d'heure du jazz. Et c'est d'une évidence quand il le joue, parce qu'il improvise sur les textes et tout ça. Et moi, je m'applique à interpréter et à rendre audibles les poètes. Voilà, qui sont portés par ces mélodies-là. Et parce donc, dans les poètes, il y a Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, c'est la totale. Ah. Et Romain Bussine et Sully Prudhomme. Oh, ça, c'est formidable. Mais ouais. Donc, ça, c'est un spectacle que l'on voit encore régulièrement à Toulouse, comme si c'était un peu votre récréation dans l'année. Mais depuis qu'on joue ensemble avec Denis, c'est une liaison temporaire, en fait. Oui, temporaire, mais qui dure. Mais qui dure depuis 17 ans, voilà. Ouais. Et on se voit régulièrement pour jouer ce truc-là. On serait d'accord pour le jouer plus. Hein. On fait tout pour ça. C'est pour ça qu'on a enregistré un disque, d'ailleurs. Mais on a eu l'occasion de le jouer la semaine dernière à la Bastide Saint-Pierre, à côté de Montauban, dans une petite salle, en dessous du foyer rural, sur une espèce de route départementale qui mène à Montauban. Et on a eu un public de qualité à l'heure du thé, un dimanche après-midi. C'était magnifique. Voilà, on sent que c'est le tricot stérile, quoi. C'est le truc qui fait du bien. Voilà, donc ça c'est un album qui vient de sortir, donc Denis Badeau, Éric Larreine, Mélodition. Quand je dis qu'il vient de sortir, il est sorti quand cet album ? Le 22 septembre. Voilà, c'est bien ça. Je l'ai su le 23. Voilà, oui, le père est toujours le dernier averti. Le dernier averti. Voilà, donc, et on va peut-être écouter, avant de se quitter, pas Mélodition, on va écouter... Le duo voilà. avec Loïc, avec plaisir. Donc, extrait de ce spectacle qui était autour de Brassens. Voilà, et ce morceau-là, alors c'est autour de Brassens, donc c'est une chanson qui avait été écrite par Jean Nohain et Mireille, je pense, un truc dans ce genre-là, chantée par Jean Sablon. Voilà, merci. C'est vraiment formidable. Vous êtes vraiment formidable. Je t'ai regardé, tu n'as rien dit. Pourtant tu as dû bien me comprendre. Je n'ai pas bougé, mais j'ai rougi. Presque oui, presque tout, nos yeux fous l'ont promis qu'à la douceur infinie. Voilà, alors là je suis pas remis de ce duo, mais c'est une ambiance années 30, années 40, complètement désuète, c'est adorable. Mais bien sûr. C'est magnifique ce Mais comment on fait pour rajeunir ? Exactement. Il suffit de naître plus tôt. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de ces possibilités entre artistes, ça se passe la semaine prochaine avec une autre configuration quand même. Il y aura Claude Delrieux avec dans ce duo Loïc Lantoine et Éric Larreine. Donc au Bijou, mardi, mercredi et jeudi prochain. On va parler un peu de concerts parce qu'il y en a plein ce soir. Par exemple, ce soir, de l'électropop au Théâtre du Grand Rond, ça commence dans 4 minutes avec le groupe toulousain The 70s. Mais Éric Larreine, ne rigolez pas, il y a des gens qui l'écoutent même sur des postes que l'on a dans les oreilles. Et oui, ils peuvent s'y diriger directement. Exactement, donc ils peuvent aller tout de suite au Théâtre du Grand Rond à 19h. Il y a le groupe toulousain The 17, groupe de pop qui est assez superbe. Pour les amateurs de jazz, ça se passera par exemple ce soir à l'impro avec Lucky Dog, un quartet jazz sans piano mais avec un trompettiste, un sax superbe et superbement épaulé par une rythmique contrebasse batterie. Ça se passe à l'impro à 20h30. Demain, toujours à l'impro, ne ratez pas le Niloc, le quartet du contrebassiste Colin Jor, avec demain le renfort d'un contrebassiste, Jean-Pierre Lérac, ici
présent va me dire, d'un tromboniste va me dire tout de suite son nom. Voilà, Daniel Zimmerman, le même que l'on avait pu voir jouer avec Nilock à la Salle Bleue. Du jazz manouche ce soir à Maison Blanche à 21h avec Big Ben Trio. Pour les amateurs de musique un peu plus musclés, ce soir, soirée métal au métronome avec Naïve, Scritical et Hyposonic à partir de 20h. De la chanson au Théâtre du Pavé avec Bruno Ruiz, un piano-voix à partir de 20h. De l'Ethio Jazz, cette espèce de mix entre jazz des années 70 et tradition éthiopienne. Ethio Jazz ce soir au Taquin à 21h avec Ethioda. De la chanson au bijou à 21h30 avec David Cyr. N'oubliez pas que Jazz sur son 31 se termine ce week-end avec ce soir le quintet de Kyle Eastwood à Saint-Orens, de Kachum Bumba ce soir à l'espace Roguet, le nouveau groupe du vibraphoniste Laurent Marc à la salle des fêtes d'Ancos-les-Bains. Le quartet s'appelle No, en attendant de voir No et Laurent Marc au vibraphone à Toulouse, ça sera quand même plus simple. Et puis surtout, le nouveau quartet de Greg Taborn à 21h30 à l'Automne Club. Et ça, c'est quand même le must de ce festival. Et puis, il y aura du punk rock ce soir au Champagne avec les filles de My Imaginary Love ce soir au Champagne à partir de 20h avec le concert à ne pas rater la semaine prochaine, hormis celui du trio La Reine, l'Antoine et Delrieux, le Pixvae, mélange de jazz débridé, de musique improvisée et de musique afro-colombienne. Pixvae qui viendra présenter au Métronome à 20h ce nouveau projet, Keikuba Pixvae. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. WeFunk est déjà aux manettes. Salut les filles. On connaît tout.